troisième conférence d'une série de 4. Voilà, donc après une première conférence un peu généraliste sur la mobilité des personnes âgées dans les Pays de la Loire, on aborde conférence après conférence les différentes thématiques traitées par nos différents rapports. À savoir, en février dernier, on avait plutôt traité de l'offre publique de transport. La conférence de ce jour porte plutôt sur comment on accompagne les publics âgés dans leur mobilité. Et la quatrième conférence, à noter dans vos agendas, aura lieu le 16 juin 2021 et elle portera cette fois-ci sur les transports solidaires. Voilà. Mais je me tais puisque je laisse la parole à nos experts sur le sujet, à savoir notamment Niels Knapziller, qui est chargé de mission action territoriale au Gérontopole. Et voilà, Niels, c'est à toi, c'est toi le grand expert de la mobilité en notre sein. Merci Justine pour cette présentation. Donc, on va commencer par vous présenter le déroulement de la présentation. Donc, on a eu l'introduction brillante de Justine il y a quelques minutes. Va s'en suivre la présentation de l'étude en règle générale. L'accompagnement des publics âgés dans leur mobilité, c'est la thématique que nous allons traiter ce soir. Suivra ensuite une table ronde avec 3 intervenants qu'on présentera à la fin de cette étude. Et puis, bien sûr, une période de questions-réponses en passant par la conversation sur la droite de votre écran. Alors, pour ce qui est de la présentation de l'étude. Tout d'abord, notre étude repose sur quelques éléments de cadrage assez connus et qu'on retrouve dans la littérature scientifique, qui disent qu'à partir de 65 ans, et notamment à partir de la retraite, le nombre de déplacements sont en baisse, notamment du fait de l'arrêt des déplacements domicile-travail. Les déplacements en dehors de ces déplacements domicile-travail sont plutôt en hausse entre 65 et 75 ans et puis diminuent à partir de 75 ans. On a un raccourcissement de la distance des trajets, donc des trajets effectués par les seniors qui sont plus courts. Les motifs de déplacement de 80% des déplacements des seniors, ce sont les courses et les loisirs. Contrairement à certaines idées qui pourraient dire que c'est surtout les rendez-vous médicaux, parce on peut avoir parfois ce biais dans l'analyse, rendez-vous médicaux, administratifs, etc., ne penser que la mobilité utile, entre guillemets, des personnes âgées, enfin pas utile mais nécessaire, et d'oublier parfois les loisirs. Les modes de transport, alors c'est toujours la voiture dans la grande majorité, et la marche à pied qui vient ensuite comme étant le deuxième mode de transport le plus utilisé. Enfin, il y a différents facteurs qui sont connus comme ayant des conséquences sur la mobilité, sur le nombre de déplacements que font les personnes. Tout d'abord, le fait de vivre seul diminue le nombre de déplacements. Le niveau de vie, un niveau de vie élevé, donc des revenus élevés, favorise un nombre de déplacements important, tout comme la proximité des services et la desserte par les transports en commun. Maintenant, pour vous présenter un petit peu l'objectif de l'étude qu'on a menée donc en 2020, c'est une étude qui s'est plutôt centrée sur les solutions de mobilité. Donc la mobilité, ce qu'on va appeler mobilité des personnes âgées pendant toute la conférence, c'est ce qu'on peut appeler la mobilité utilitaire des retraités, c'est-à-dire qu'on exclut la question des départs en vacances, de la simple promenade, pour aller sur vraiment la mobilité qui a, entre guillemets, un objectif, même si on peut considérer, et je considère aussi, que se promener est un objectif en soi. Et on a pris comme tranche d'âge, puisque c'est toujours un peu la problématique des limites d'âge, de savoir à partir de quand on est une personne âgée au sein du Gérontopole. Et donc là, la question s'est assez vite tranchée par le fait d'être à la retraite et, comme je vous l'expliquais, de ne plus avoir la question des déplacements domicile-travail, qui marque vraiment une rupture pour le coup. Cette étude en 2020 est vraiment axée autour de l'offre plus que des besoins. Pour une première raison qui est tout simplement le fait qu'à partir du mois de mars, donc vous êtes au courant, on n'a pas pu vraiment travailler les besoins des personnes âgées avec elles. Et donc on s'est concentré sur la question de l'offre, qui est cependant aussi un volet très intéressant. L'étude en elle-même repose sur 2 choses, un travail quantitatif de recensement, de statistiques et de cartographie, surtout sur la question des 2 autres sujets que celui qu'on va aborder ce soir, à savoir le transport public
et les transports solidaires. Pour toute l'information dont je vais parler ce soir, on est plutôt sur les 46 entretiens qu'on a menés avec des acteurs et actrices de la mobilité. Donc, on a les caisses de retraite, la CARSAT, la MSA, Malakoff Humanis, qui est présent, je crois. On a eu des entretiens avec des CLIC, on a des entretiens avec des collectivités, la région, les départements, des EPCI, des entretiens avec des associations aussi. Donc, pas mal d'entretiens avec différents acteurs qui sont impliqués dans cette question de la mobilité des aînés. Donc, vous avez le lien aussi pour télécharger les études sur le diaporama qui vous sera transmis. Et on va pouvoir commencer à travailler sur la question de l'accompagnement des publics âgés dans leur mobilité. Sur le côté gauche du diaporama, vous pouvez voir qu'on va aborder 3 thématiques. La thématique de l'information, de l'accès à l'information, comment j'ai connaissance des offres, puisque c'est bien ce dont il s'agit, de mobilité sur mon territoire. Ensuite, la question de l'éducation, dans quelle mesure je peux obtenir une aide pour apprendre à me déplacer. Et on verra que ce n'est pas forcément simple d'apprendre à se déplacer. Et enfin, la question qui revient quand même assez régulièrement de l'accompagnement pour tous, et donc de savoir comment on fait pour avoir une certaine équité dans les actions mises en place à destination des personnes âgées. Donc tout d'abord, la question de l'information. Bon, nos entretiens ont souligné, et je pense que ça ne va pas surprendre énormément de personnes aujourd'hui, qu'il y avait un grand manque de connaissance des différentes offres de transport et de mobilité en règle générale sur les territoires pour les personnes âgées. C'est quelque chose qu'on nous a toujours dit et donc qui revient souvent. Ensuite, quelque chose qui me semble important de noter, c'est la question des canaux de communication qui sont divers et variés, notamment depuis la révolution numérique et tout ce qui peut passer par Internet, les smartphones, etc. Première chose à noter, ça c'est une étude des Petits Frères des Pauvres qui dit que 27% des plus de 67 ans n'utilisent jamais Internet. Ce qui forcément nous oblige d'une certaine manière à se dire que les outils numériques ne peuvent pas être aujourd'hui encore, et sans doute pour encore un certain nombre de temps, ne peuvent pas être les seuls moyens de communication. Cependant, et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter aussi, les personnes âgées utilisent Internet, et c'est donc l'intérêt du graphique qui se trouve sur cette diapositive, où on a en effet comme moyen de communication pour s'informer sur les horaires des trains, le moyen de communication le plus utilisé par les plus de 60 ans, c'est pas écrit sur le graphique, mais c'est bien le plus de 60 ans, ça reste Internet. Et l'usage du smartphone, par exemple, on est à 317 par rapport à des renseignements demandés au guichet de la SNCF. On est finalement dans des proportions relativement élevées, et je ne suis pas sûre que tout le monde imaginait que l'usage du smartphone chez les personnes âgées était aussi important. Ceci pour dire que les canaux de communication numérique ne doivent pas exclure de leur réflexion la question des personnes âgées. Et qu'on ne doit pas se dire on fait le numérique pour les jeunes et les personnes âgées, de toute façon, comme elles auront besoin d'aller se rendre au guichet ou de prendre les documents papier, ça sert à rien qu'on s'embête trop sur le site internet pour les personnes âgées. Enfin, il y a un dernier petit point qui a été souligné notamment par Éric Charéron de Keolis, qui avait fait des études. C'est la question du téléphone, et du téléphone comme outil d'information. Il a fait une étude avec 2 groupes de personnes devant faire un parcours en transport en commun, l'une avec les applications smartphone, l'autre avec un téléphone normal, et en ayant le droit d'appeler tout simplement le numéro alors c'était à Lyon, donc c'est TCL, je crois, le transport en commun lyonnais, pour faire son parcours. Et ce qui s'est avéré, c'est que les personnes qui appelaient
se déplaçaient beaucoup mieux que les personnes qui utilisaient l'application. En tout cas, se déplaçaient beaucoup plus vite. Et ce qui retenait aussi son attention, c'est de dire qu'avec les démarchages abusifs, etc., les personnes ne passent plus par le téléphone pour obtenir des informations, alors que c'est un outil qui, contrairement aux outils plus récents du numérique, est bien maîtrisé par beaucoup de personnes. En tout cas, beaucoup plus. Tout ça pour dire au niveau des canaux de communication qu'il y a deux choses à réfléchir. D'une part, ce que j'ai déjà dit, comment rendre plus performantes les stratégies de communication, donc en utilisant différents canaux. Et l'autre chose, c'est quelle information diffuser pour faciliter la mobilité. Mais donc là, pareil, dans mes discussions au niveau des entretiens que j'ai pu avoir, se pose la question, on connaît des outils de recherche de trajet pour me trouver le trajet le plus rapide, mais par exemple, dans quelle mesure ces outils informatiques ne pourraient pas intégrer la notion de confort et se dire, je vais, plutôt que de vous faire gagner 3 minutes, vous allez finalement prendre le tram au terminus, vous serez sûr d'avoir une place assise et donc de passer un trajet plus confortable. Donc, ce sont des choses peut-être à réfléchir. La question aussi qui est revenue, c'est la question de la présence des toilettes publiques sur les plans de transport en commun. Donc ça, c'est pareil, une anecdote qu'on me racontait, on me disait, personnes âgées, elles vont au centre commercial en voiture parce qu'elles vont au centre commercial et ça, où sont les toilettes publiques, et ensuite elles repartent. Et cette question des toilettes publiques, comme d'autres questions, touche aussi à l'intime et sont des sujets qui sont parfois compliqués à connaître de la part des transporteurs ou des collectivités qui mettent en place des solutions. Dernière chose, la signalétique pour les piétons, c'est de se dire aussi que l'information passe aussi par la signalétique dans l'espace, la signalétique, on va dire la lisibilité de l'espace public, le fait de bien identifier ses parcours en tant que piéton. Un autre sujet sur la communication, mais qui n'est peut-être pas qu'une question de communication d'ailleurs, c'est la question des chèques Sortir Plus. Donc les chèques Sortir Plus, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont 3 chéquiers de 150 € avec un reste à charge de 15 €, 20 € et 30 € qui sont distribués aux plus de 75 ans ayant souscrit à, une fois dans leur vie au moins, à une retraite complémentaire via l'Agirc Arrco. Ces 3 chéquiers permettent de financer des déplacements auprès d'organismes agréés par l'Agirc Arrco. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les utiliser pour prendre un abonnement de transport en commun, par exemple, mais vous pouvez demander à vous faire déplacer. Voilà. Cette question, on la met en lien avec le fait, alors ça c'est une étude de WeMove AG2R La Mondiale, il me semble, pour les 36% des plus de 55 ans qui déclarent réduire leur mobilité à cause du coût. Donc on est bien d'accord que cette notion de coût est un frein à la mobilité. Et ensuite, cette fois-ci, une étude de laboratoire de la mobilité inclusive qui nous dit que 44% de 75 ans et plus ont une gêne pour se déplacer. Donc la mobilité, c'est pour vous. Je viens juste de réussir à me connecter. Au courant. Tout va éteindre, j'ai essayé d'installer sur le téléphone. Vous avez éteint là-bas ? Voilà, donc vous avez des informations ici qui vous permettent de comprendre à quel point la mobilité est une question importante pour les personnes âgées. Et donc ce chèque Sortir Plus apparaît comme une solution assez exceptionnelle, puisque alors, ceux qui ont souscrit une retraite complémentaire, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais je crois que c'est 9 personnes âgées sur 10, en gros. Je ne dois pas en être très loin. Et vous avez 1,6% de 75 ans qui en ont reçu, c'était l'année 2019, c'est écrit, ce qui fait très très peu. Et donc, nous, on se pose la question, comment se fait-il que si peu de personnes puissent être bénéficiaires des chèques Sortir Plus? Alors, vous avez une graphique sur le côté qui compare un petit peu les 5 départements des Pays de la Loire. Je crois que l'expérimentation a commencé il y a une dizaine d'années en Maine-et-Loire, donc ce qui explique peut-être que le Maine-et-Loire soit un petit peu plus servi que les autres, mais ce qui frappe aussi, c'est qu'en Mayenne, là, il y en a vraiment très très peu. Alors Nils, oui. Pascal Petit de Malakoff Humanis indique en commentaire que ces chéquiers ils sont bien destinés aux retraités qui bénéficient d'une retraite complémentaire Agirc Arrco. Voilà, c'était simplement en complément. Oui. Eh bien, je vous remercie. Et 80% des retraités relèvent du régime général. 80. Bon.
C'est un petit peu exagéré. Merci Pascal pour les commentaires. Deuxième question, troisième petite interrogation sur la question de l'information. On a joué au client mystère, donc en se faisant passer, bon, pour ma part, pour un petit-fils d'un couple de personnes âgées dont le mari est le seul à avoir le permis et qui commence à avoir des difficultés pour conduire, en essayant donc de chercher de l'information pour se dire, bon, je suis je vais sans doute arrêter de conduire. Ma femme n'a pas le permis, mais est tout à fait autonome. Comment est-ce que nous pouvons avoir des solutions alternatives à la voiture dans ma commune? Donc, on a tiré au sort des communes. Et donc en disant j'habite dans telle commune, en sachant qu'on a retiré les communes comme Angers, Laval, toutes les communes qui avaient des transports en commun assez développés, puisque on se doute bien qu'on allait nous dire bah, prenez le bus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé les mairies et les clics des communes qui ont été sélectionnées. Et voici les résultats. Donc, il y a le petit rendu que nous avons sur la droite pour les mairies. Et ensuite, on verra pour les clics. Donc, la première chose à voir, c'est qu'en règle générale, tout de même, on me donne une solution. Les mairies n'ont pas su m'aider, n'ont pas su me dire quoi que ce soit. Dans 3 cas sur 20, donc ça veut dire que dans 17 cas sur 20, on a quand même su me dire, voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Donc soit on me oriente vers le clic, soit on me parle du chèque sortir plus, soit on me parle des transports solidaires, du transport à la demande, etc. Donc, s'il existe un transport solidaire à la demande, sur le territoire, 14 fois sur 16, on en a parlé. Ça veut dire qu'en règle générale, les communes sont au courant des solutions de transport qui existent sur leur commune. Les mairies n'ont jamais évoqué la question sortir plus. La seule fois où c'est indiqué, en fait, c'est j'ai fait la démarche jusqu'au bout, donc on m'a réorienté vers le clic, et le clic m'a ensuite réorienté vers le chèque sortir plus. Mais donc sinon, ils ne connaissent pas du tout le chèque sortir plus, et ils réorientent que très rarement vers les clics, donc c'est 4 fois sur 20. Et donc souvent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a une solution, mais qu'on n'a pas l'ensemble des solutions. On nous dit, ah bah il y a du transport solidaire, parfois on ne nous parle pas du transport à la demande, ou alors il n'y a pas de transport à la demande et on parle de transport solidaire. Et parfois, donc jamais on nous parle de sortir plus, et le clic, qui est parfois plus au courant de différentes solutions à destination des personnes âgées, n'est pas toujours la source d'une réorientation. Du côté des clics maintenant, on a, alors dans 2 cas sur 10, on n'a pas de solution, pareil. Dans 60% des cas, on nous parle de sortir plus, donc c'est à la fois un bon chiffre et à la fois un chiffre un peu limité, puisque sortir plus est censé être une solution relativement importante et particulièrement utile, et surtout qui vaut pour tous les territoires. Alors, je vois qu'il y a une question sur ce que c'est qu'un clic. Je vous propose d'attendre la table ronde, puisqu'on a Marion-Claude du clic de Moche Communauté qui prendra le temps de vous expliquer dans le détail ce qu'est un clic. Voilà, et donc, ce qu'on note aussi au niveau des clics, au-delà du chèque sortir plus, c'est qu'il y a une bonne connaissance aussi des transports solidaires locaux de leur territoire. Et c'est assez important, puisque autant les communes restent sur les mairies sont sur le territoire d'une seule commune, autant les clics ont parfois beaucoup plus de territoire à couvrir, et connaître l'ensemble en détail, puisque j'ai pu tester certains clics sur vraiment la connaissance détaillée des différentes communes couvertes ou non par du transport solidaire, montre qu'il y a une bonne connaissance de ce qu'il y a sur le territoire. Mais pareil, que ce soit en cas des clics ou des communes, on a quand même la plupart du temps, même très souvent, une solution alternative à nous proposer. Alors, la mobilité, ça s'apprend. Maintenant, on va parler plutôt de la question de l'éducation. Nils, je me permets peut-être, avant de passer à la suite, on avait une question de Marie Blatier par rapport au chiffre, tu sais, de 1,6% des 75 ans et plus ont reçu les chèques sortir plus en 2019. Est-ce que tu avais accès aux résultats de l'année 2020, notamment pour comparer l'évolution ?
Non. 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 Après, il faut savoir que ça existe depuis, je crois, une dizaine d'années. J'avais eu les chiffres de 2018. Il me semble que voilà, il n'y avait pas une évolution extraordinaire. En même temps, 1,6%, ça ne pouvait pas être beaucoup plus bas non plus. Enfin, Oui, d'accord. Et merci beaucoup, Nice. Et donc, Marion-Claude, justement, qui travaille dans un clic, indique que les chèques Sortir Plus étaient destinés auparavant aux plus de 80 ans. Voilà, il y a encore 3 ans. Voilà. Excuse-moi, Nice, je te laisse continuer. pas de problème, Justine. Donc la question de l'apprentissage de la mobilité, de l'éducation à la mobilité, c'est une question importante. Et c'est une question importante, on va juste mettre un petit élément de contexte pour commencer. C'est la multiplication des solutions. Alors, sans aller forcément jusqu'à la trottinette électrique ou l'overboard ou ce genre de choses, on a, par rapport à certains temps, la voiture, pour ceux qui peuvent conduire, on a le transport en commun, qui, bon, ça, ce sont des modes de transport qui sont relativement vieux, entre guillemets. On a le vélo, qui aussi existe depuis un certain temps. Maintenant, on a le vélo assistance électrique, qui change un peu la donne. On va avoir le transport à la demande, qui change un peu la donne. Et donc, pardon, et ce transport à la demande, les trottinettes électriques, les vélos assistance électrique, alors, je ne sais pas qui essaie de prendre le contrôle et je ne sais pas si je peux l'empêcher de prendre le contrôle. Est-ce que là, ouais. les participants ont la bonne diapo? Je viens de... Alors, est-ce que là, vous avez la bonne diapo? C'est-à-dire la mobilité, ça s'apprend. Non. Ah oui, la mobilité, ça s'apprend, oui. On est bon? Ok. Ouais. Allez, on est reparti. Tout va bien, on reprend. Donc, il y a plein de solutions pour se déplacer. On peut citer aussi tout ce qui va être usage en libre service. Et donc, tout ça complexifie un petit peu les solutions de mobilité pour une génération, notamment chez les jeunes retraités. Il y a un peu moins jeunes maintenant aussi, qui a vécu avec le tout voiture, entre guillemets, c'est-à-dire sans se poser vraiment la question de j'utilise ma voiture parce que c'est comme ça que je l'ai toujours utilisée pour me déplacer. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Sauf que le jour où je ne peux plus conduire ma voiture, j'arrive face à un problème et finalement, je dois réussir à trouver une alternative. Bon, l'éducation à la mobilité, au-delà de toutes ces solutions pour lesquelles il faut, entre guillemets, apprendre à s'en servir, c'est aussi quelque chose de systémique. Apprendre à se déplacer, c'est apprendre à se repérer dans l'espace, à lire une carte, à savoir où je vais, à avoir des points de repère et à planifier un trajet. C'est je veux aller là, je vais là, et après on peut complexifier ça en se disant je vais aller faire mes courses, et puis ensuite je vais passer à la pharmacie, puis ensuite je vais passer chercher mes petits-enfants au yoga, et ensuite je vais revenir, et auquel cas c'est un peu plus complexe. Et même si ça peut paraître simple pour nous, pour la plupart des personnes, ça reste quand même quelque chose qui peut être compliqué pour certaines personnes. Ensuite, au-delà de la maîtrise donc, des différents moyens de déplacement, il y a la maîtrise de l'intermodalité. Autrement dit, comment je fais pour... je prends ma voiture, je vais ensuite me garer au parking relais, puis ensuite je vais prendre le tram, puis ensuite je vais reprendre le tram dans l'autre sens, je vais reprendre ma voiture, je vais rentrer chez moi. Ou alors je vais prendre le vélo, ensuite je vais prendre le train en mettant le vélo dans le train, quand c'est possible, ce qui n'est pas toujours simple non plus. Et ensuite, je vais reprendre mon vélo pour aller ailleurs, etc. etc. Toutes ces questions d'intermodalité sont des questions complexes, surtout quand on commence à dire que ce sont des applications qui vont venir nous expliquer comment on va faire un trajet à partir de ce qu'on appelle la mobility as a service. Mais ça, c'est complexe et pas encore présent, mais peut-être qu'un jour ça le sera. Et enfin, oui, un dernier truc, mais ça on en a déjà parlé, c'est la question de l'information, et donc de connaître, au-delà de connaître ce qui existe, de savoir s'informer sur ce qui existe, sur ce qui pourra exister ensuite, et de connaître les ressources de son territoire, ce qui est assez compliqué.
parfois, notamment quand on ne sait pas tout simplement comment s'informer, quand on n'a jamais réfléchi à aller sur le site de la commune, par exemple, qui souvent répertorie, ou d'appeler la mairie, comme je l'ai fait finalement, et d'avoir finalement une solution relativement régulièrement. Dernier point sur la question de la mobilité. Disons qu'il y a des organismes qui font ce genre de travail d'éducation à la mobilité, qu'on appelle des plateformes de mobilité. Donc, il y en a certaines sur la région. Mais les plateformes de mobilité de la région des Pays de la Loire, malheureusement, sont centrées uniquement sur les personnes en insertion professionnelle. Donc, c'est très bien. Il faut aider les personnes en insertion professionnelle pour trouver un emploi, notamment parce que la mobilité, c'est quelque chose de très important dans la recherche d'un emploi. Mais quand on compare les discours et les problématiques qui sont rencontrées par les jeunes et par les personnes âgées qui ont des difficultés de mobilité, finalement, on se retrouve sur des problématiques qui sont très similaires. On va notamment, et donc là, je pense qu'on s'adresse quand même à un public relativement sensibilisé à la question des personnes âgées, on parle d'autonomie dans leur mobilité pour les jeunes en insertion dans les plateformes de mobilité. Donc autonomie, forcément, nous, ça fait tilt dans notre tête. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la question de réussir à se déplacer en étant autonome. Donc finalement, des questions qui sont à peu près similaires, en tout cas dans leurs problématiques. Pas forcément dans les réponses à apporter, mais dans les problématiques relativement similaires. Tout ça pour dire que l'éducation à la mobilité, finalement, c'est comment faciliter ou accompagner le changement de pratique, donc souvent de passer de la voiture à un autre mode de transport, que ce soit voulu, parce que ça peut être tout simplement, alors sans aller forcément dans la considération écologiste, mais ça peut être une considération écologiste de se dire je veux réduire l'impact mon impact sur le réchauffement climatique. Ça peut être, et c'est important de le dire aussi, la voiture ça coûte cher, donc ça peut être je veux réduire le coût de ma mobilité. Et donc ça, c'est pour les changements voulus. Et puis les changements subis, malheureusement, c'est là aussi que peuvent se compliquer les choses. C'est que quand on n'a pas le temps forcément de se préparer à ce changement, ça rend le changement plus compliqué. Merci Nils. On avait une petite question d'Analyse Guillopé qui demande si l'étude était basée seulement sur le milieu urbain. Non, ce n'est absolument pas basé sur le milieu urbain. Je vais même dire que le milieu urbain n'a pas été franchement très observé par rapport aux autres milieux. On a pris, par exemple, quand je vous dis qu'on a fait des entretiens, les EPCI avec lesquels on a fait des entretiens sont plutôt des EPCI ruraux. D'accord. Et Solène Séchet faisait un commentaire, donc Solène Séchet qui est du CIC de Redon Agglomération, qui indique « Vous partez du postulat que les personnes âgées souhaiteraient connaître le panel des solutions existantes, mais lors de l'analyse de la demande, des questions sont souvent posées pour mieux cerner les besoins des personnes âgées. Juste du transport mais autonome, un besoin d'accompagnement de porte à porte, même lors du point d'arrivée, ce qui peut amener à n'apporter qu'une solution qui paraît être la plus adéquate en fonction de l'analyse. » Oui, alors ça, je suis d'accord avec Solène Séchet, elle a tout à fait raison, et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. De partir des besoins des personnes qui viennent, donc là en l'occurrence à un clic, chercher de l'information pour ensuite apporter la réponse la plus adaptée. En l'occurrence, alors, c'est aussi un biais de notre fonctionnement, c'est-à-dire que je ne suis pas une personne âgée et je pense qu'en m'entendant, vous comprenez bien que je peux difficilement faire croire que je suis une personne âgée au téléphone. Donc la question, c'était plutôt de venir, moi, en tant que membre de la famille, en cherchant des informations, en disant, bon ben voilà, qu'est-ce que je peux proposer à mes grands-parents? Et en arrivant avec cette posture-là, logiquement, on doit, en tout cas c'est ce que je pense, il faut essayer de me donner le plus d'informations. La plupart du temps, et c'est bien normal, ce qu'on m'a dit, c'est demander à vos grands-parents de nous appeler, et on va prendre un rendez-vous avec eux, et puis on va essayer de trouver une solution pour eux. Et c'est bien entendu la manière dont il faut procéder. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et c'est un peu la limite de la demande que j'avais. Mais bon, de toute façon, toutes les méthodologies ont des limites. Donc, pour revenir à notre fin de présentation, la question de l'équité territoriale. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de
la question de l'éducation à la mobilité en vous disant que les plateformes mobilité ne sont pas intéressées. Alors, je ne sais pas si c'est intéressé le mot, mais en tout cas, ils n'agissent pas avec les publics âgés. Et que donc, on a, voilà, la question se pose de qui le fait. Et donc, pour savoir qui le fait, donc on a, voilà, dans les différents entretiens que j'ai eus, on a eu plusieurs initiatives qui nous sont revenues. Donc, on a, alors il y a le programme Voyageurs d'Unicité qui fait de l'accompagnement des personnes âgées dans les transports en commun, notamment à Nantes-Saint-Nazaire, je crois. Je ne sais pas s'il y a d'autres communes dans le Pays de la Loire qui le font, mais en tout cas, Nantes-Saint-Nazaire, c'est sûr. On a des CCAS ou des centres sociaux qui font des actions aussi, comme des accompagnements dans les transports en commun aussi, notamment dans les territoires ruraux pour qu'ils puissent prendre le car, ensuite se déplacer. Alors, il me semble que moi, l'exemple, c'était dans la Comcom de Loire-les-Lyons-Aubance. Et donc, ils arrivaient ensuite à Angers. Comment j'utilise les transports en commun une fois que je suis arrivé à Angers, etc., etc. On a le développement d'écoles de la mobilité, comme tout ce qui va être vélo-école. Donc ça, on en parlera ensuite dans la table ronde. Et on a aussi des services de transport solidaire qui ne font pas que du transport solidaire en étant chauffeur et en amenant les personnes à leur destination, mais qui se donnent aussi un rôle d'ambassadeur ou en tout cas qui cherchent à diffuser de l'information sur ce qui existe au moment où les personnes viennent s'inscrire sur les listes du transport solidaire en expliquant, bon, bah voilà, vous pouvez aussi prendre le transport à la demande, c'est moins cher que le transport solidaire. Mais alors, donc l'exemple là, c'était dans le vignoble nantais, je crois, où alors c'est moins cher que le transport solidaire, par contre, c'est là que 3 jours sur 5, donc les jours où il n'y a pas de transport à la demande, faites appel à nous, mais les jours où il y en a, ça vous reviendra moins cher, donc utilisez plutôt le transport à la demande, et donc ça permet aussi d'apprendre d'une certaine manière à utiliser le transport à la demande. Et il y a du transport solidaire qui fait aussi de l'accompagnement dans les transports en commun, qui peuvent aussi être un moyen d'apprendre à utiliser les transports en commun, de gagner en confiance et d'être plus autonome dans ses mobilités. Voilà. Cependant, le problème de toutes ces initiatives locales, c'est que c'est très bien quand elles existent, mais quand elles n'existent pas, il n'y a pas. Et ça crée des questions d'inégalité, finalement, territoriales entre des territoires où on aura des associations, des CCAS qui développeront ces initiatives et des territoires où il n'y en aura pas. Ce qui nous amène à nous poser la question de comment réussir à faire en sorte que l'accompagnement à la mobilité soit plus équitable. Donc la loi d'orientation des mobilités qui est sortie fin 2019 prévoit notamment, alors c'est des plans d'action communs en matière de mobilité solidaire qui doivent être coportés par les conseils départementaux et le conseil régional, dont on ne sait pas encore trop le rôle. Donc, ce qu'on pose la question, c'est quel rôle, justement, pour ces plans d'action commun en matière de mobilité solidaire? Est-ce que c'est juste pour organiser le transport solidaire? Est-ce que c'est aussi pour, justement, essayer d'avoir un équilibre, puisque ça se fait à l'échelle de conseils départementaux, ça se fait à l'échelle des bassins de vie, mais par des organismes comme le conseil régional et les conseils départementaux qui ont une vue sur un ensemble de territoires, qui pourraient peut-être pallier à certaines inégalités. Le dernier point sur lequel il me semble important d'insister, c'est la question des personnes éloignées, entre guillemets, de ce qu'on appelait des moyens de communication institutionnels, mais c'est tout ce qui va être le public isolé et finalement, comment on va chercher, que ce soit pour la communication ou pour l'éducation, des publics qui sont éloignés de tout ce qui va être questionnement autour de la mobilité, qui n'iront pas en mairie, qui n'iront pas à se renseigner auprès d'un clic, et qui ne connaîtront pas forcément du coup les aides auxquelles ils ont droit. Nils, on a une petite question d'Anaïs, toujours sur, elle souhaiterait savoir si les aînés que vous avez rencontrés dans le cadre des études, sais-tu s'ils étaient en situation de handicap, notamment en fauteuil roulant? Alors, le gros problème de cette étude, c'est justement qu'on n'a pas rencontré l'aîné, ou très très peu. Mais que le retour là que je vous fais, c'est le retour finalement de tous les professionnels qu'on a pu rencontrer.
Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas les seniors directement qui Non. ont été interrogés, ce sont les professionnels qui sont… Non, c'est bien le problème du Covid qu'on a eu et qui a fait qu'on n'a pas vraiment pu rencontrer des personnes âgées. Au début, bien évidemment, c'était l'objectif, mais voilà. C'est à défaut, avec le contexte de crise. Merci, Nilsa. Et on a Séverine Well, alors, qui indique en commentaire, mais peut-être Séverine, je vous laisserai prendre la parole. Il y a également une question de compétence de la mobilité pour agir. Je ne sais pas si tu as assez d'éléments, Nils. Non, je veux bien que Séverine Well prenne la parole parce que… Séverine, Oui, bon, oui. Bonjour. Ça y est, je pense comprendre, ça y est, mais allez-y. Oui, en fait, sur notre intercommunalité, donc moi je suis responsable d'un clic et je travaille dans une intercommunalité et nous on n'avait pas forcément cette compétence pour pouvoir agir sur ce public bien spécifique. Et c'est vrai que c'est vraiment une collaboration avec les CCAS, les mairies, leurs capacités. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas imposer, même si nous on fait des constats. Voilà, il faut une volonté globale d'agir pour avancer face aux besoins. On en est tous conscients. Et sachant que ça a aussi un coût, parce qu'il y a des expériences qui ont été mises en place. Entre autres, je me rappelle d'un échange avec mon collègue du service mobilité qui me précisait que, par exemple, le transport Aléop, à la demande, parfois n'est pas forcément non plus utilisé de manière optimum par les usagers, alors que c'est un service parmi d'autres, bien sûr. Donc pourtant, on communique. Nous, en tant que clic, on communique au-delà des chèques sortir plus. Mais après, c'est aussi tout le panel qui est proposé aux usagers en termes d'horaire. Et puis, même 1,50 € le ticket, pour certains habitants sur nos territoires ruraux, semi-ruraux, et en particulier les habitants les plus en précarité, très clairement, eh bien, c'est encore trop onéreux. Est-ce que je peux juste vous demander quel interco il s'agit? Erdre-et-Gèvres. D'accord. Oui, alors vous avez tout à fait raison sur le coût des TAD. C'est quelque chose qu'on montre justement dans notre étude sur le transport sur les transports publics et donc sur le transport à la demande, notamment donc en Loire-Atlantique, où on a justement essayé de se dire que si je me déplaçais 4 fois par semaine avec le transport à la demande, c'était 75 € par mois, donc ce qui était quand même un coût conséquent. Et ensuite, alors oui, il y a tout un travail, et je ne dis pas du tout que c'est facile, que ce soit l'information ou l'éducation à la mobilité, pour moi, ce sont deux choses très complexes, très difficiles à mettre en œuvre. Et il s'agit surtout, notamment du fait que, comme je vous le dis, on n'a pas eu accès forcément aux personnes âgées, d'utiliser cette étude pour mettre un peu sur la table des idées et des débats qui nous semblent importants. C'est pour ça qu'à la fin des diapos, on a quand même souvent des questions et pas forcément des solutions. Alors, je suis désolée pour ceux qui venaient à cette conférence pour avoir des solutions, mais pour le moment, je ne suis pas trop en mesure d'en apporter. Ceci dit, et on va faire la transition comme ça, c'est aussi l'intérêt de la table ronde qui suit, où on va avoir trois intervenants qui vont venir nous présenter un petit peu ce qu'ils font et comment ils peuvent être aussi des sources de solutions. Je ne sais pas, Justine, s'il y a d'autres questions qui sont vraiment sur la présentation que j'ai faite. Sinon, on va passer… Pas à ce stade, mais j'invite les participants à poser leurs autres questions, s'il y en a, avant même de passer sur la table ronde, en effet. Mais s'il n'y en a pas d'autres, Nils, à ce moment-là, ce que je te propose, c'est de lancer la table ronde et puis on prendra les questions au fur et à mesure. Alors, simplement pour information, Nils, pour les participants, dès que j'ai bien pris en compte vos questions, je vous mets un petit pouce. Je ne peux pas forcément les poser directement à nos interlocuteurs parce que sinon, je les couperai constamment. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, j'ai bien pris en compte vos questions et je les poserai au moment opportun. Merci à vous. Voilà, sur la table ronde, on a 3 intervenants. Donc Mathieu à la petite de WeMove, Philippe Aubert d'une vélo-école qui est à La Rochelle, donc pas dans notre région, mais pas si loin que ça, qui s'appelle Tant d'Amis, et Marion-Claude, donc du clic de Mouche Communauté. Donc je vais inviter ces 3 personnes à allumer leur caméra et leur micro pour qu'on puisse démarrer l'échange.
Et je vais donc vous enlever le diaporama pour que vous puissiez voir les 3 personnes en question. Alors, donc je vois tout le monde, et puis je vois Marie-Thérèse Joly en plus, mais c'est pas grave. Donc, alors, ce que je vous propose tous les 3 pour commencer, c'est d'abord juste de pouvoir présenter un petit peu votre structure et finalement ce que vous faites. Donc, on va commencer par pure galanterie par Marion-Claude, bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Donc, Marion-Claude, je suis coordinatrice au sein d'Unclic dans le Maine-et-Loire, au sein d'une communauté d'agglomération qui s'appelle Mauche Communauté, donc qui est située en gros entre Nantes, Angers et Cholet, pour vous faire un petit peu l'axe du territoire sur lequel on intervient. Donc, pour revenir sur la question du CLIC, qu'est-ce que c'est? Donc, le CLIC, alors c'est Centre local d'information et de coordination. Donc, c'est un service qui s'adresse aux personnes à partir de 60 ans pour toutes les questions de maintien à domicile et de perte d'autonomie, donc sur des sujets quand même assez variés. Mais par exemple, tout ce qui va concerner l'accompagnement administratif et budgétaire, ça, c'est pas notre partie. Nous, notre souhait, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent dans un maintien à domicile le plus longtemps possible. Et effectivement, la question de la mobilité, elle se pose à plein de moments dans la vie des seniors. Merci. Je vais prendre Mathieu à la petite ensuite, puisqu'il est dans l'ordre de l'écran qui s'affiche. Oui, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez. Ça fonctionne? Oui. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci au Gérontopo, le Pays de la Loire, pour l'organisation de cette table ronde. Oui, alors WeMove met en place des plateformes de mobilité. Donc, ce sont, on va dire, des guichets uniques, des lieux d'accueil, des lieux d'information, de formation, d'accompagnement vers les solutions de mobilité du territoire. L'enjeu, c'est assez simple, c'est d'identifier les publics en difficulté avec leur mobilité et puis de les former, de les informer à utiliser l'existant, principalement de les informer sur les dispositifs financiers, techniques pour pouvoir atteindre l'autonomie dans sa mobilité. C'est vraiment rendre les solutions existantes inclusives. Elles ne sont pas forcément à la base et on essaye de faire l'intermédiaire. On analyse les difficultés de ces personnes et puis on les accompagne vers la plus adaptée, là où les plus adaptés. Et on est amené à travailler avec les différents interlocuteurs représentés dans la table ronde. D'accord. Donc, monsieur Aubert, allez-y. Oui, alors bonjour à tous. Écoutez, moi je suis le coprésident et ancien président de l'association Vélo-École La Rochelle, qui s'appelle maintenant Vélo-École Tandami. On fait de la formation et de l'éducation à l'utilisation du vélo en tant que moyen de déplacement, au moyen de la formation et de l'éducation auprès des enfants et des adultes et des personnes aussi seniors. Et on travaille aussi sur le handicap, puisqu'on a un groupe qui s'appelle donc Tandami. C'est la contraction de tandem et ami, Tandami, et qui consiste à emmener des gens sur des tandems, et donc avec d'autres engins aussi qui sont adaptés au handicap. Et donc, moi, je suis là aussi pour témoigner, pour apporter mon expérience sur l'apprentissage que je fais auprès du public senior. Voilà. Très bien, merci à vous 3 pour votre présentation. Ce que je vous propose, c'est une première question qui soit un peu collégiale que j'ai posée à toutes les personnes avec qui j'ai eu des entretiens. C'est finalement, selon vous, quels sont les enjeux principaux de la mobilité pour les personnes âgées? On peut garder le même ordre de réponse. Il y a plusieurs choses. Enfin, au niveau, en tout cas, des territoires ruraux, parce que moi, j'interviens sur un territoire rural, ça me parle davantage puisqu'on est moins desservi en transport en commun et c'est pas forcément ce que le public âgé qu'on accompagne recherche. Puisque comme on le disait au début en tout cas de la présentation, c'est qu'on est sur des besoins de trajets relativement courts. L'enjeu pour moi là qui est important, c'est l'isolement des personnes âgées face à un arrêt de la conduite automobile ou face à maintenant l'éloignement géographique des enfants, enfin en tout cas voilà de l'entourage familial
avec le contexte. On n'a plus forcément ces enfants en proximité qui vont aller faire les courses, qui vont aller dépanner pour accompagner à des rendez-vous médicaux, des choses comme ça. Voilà, nous, les demandes qu'on peut avoir, c'est pour les personnes qui, à un moment donné, ne peuvent plus conduire ou n'ont plus leurs enfants sur qui s'appuyer. Et effectivement, au niveau de chaque commune, en tout cas, on n'a pas les mêmes réponses à apporter, on n'a pas les mêmes solutions. Donc, il y a des endroits, c'est un peu le néant, où il n'y a vraiment pas grand-chose. Et ça a créé davantage d'isolement. Et je pense que le Covid en a créé une part importante, mais ça s'est en plus renforcé avec les solutions de mobilité, notamment le transport solidaire, où voilà, il y a beaucoup de solutions de mobilité qui se sont d'un coup interrompues. Et je pense que ça a participé aussi à la progression de l'isolement dans les milieux ruraux, en tout cas sur certains territoires. Pour moi, c'est celui-là, c'est vraiment le sujet le plus important, c'est l'autonomie. Être mobile, c'est être indépendant, être autonome, voilà, pour gérer ses besoins, aller faire ses courses, aller à ses rendez-vous. Et le jour où on n'a plus de moyens de locomotion, où on ne peut plus être accompagné, qu'est-ce qu'on fait? Chaque territoire n'a pas les mêmes réponses à apporter, et il y a des territoires vraiment très ruraux qui n'ont pas forcément de réponse et malgré plein d'outils plutôt bien pensés et notamment les chèques Sortir Plus, on pourrait y revenir après, mais voilà, il y a certaines limites à des dispositifs comme ceux-là qu'on peut plus ou moins mobiliser en fait. Donc c'est plutôt ces situations-là, moi, qui m'inquiètent et en tout cas qui m'interpellent dans l'accompagnement du public plus de 60 ans aujourd'hui. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour compléter? Oui, on va respecter l'ordre. Moi, je trouve également très, très intéressant l'aspect territorial. Et c'est un petit peu, nous, la manière dont on va travailler. Au final, l'architecture est la même partout. C'est vraiment identifier les publics fragiles à travers un réseau de prescripteurs, identifier leurs besoins, leurs attentes, leurs difficultés, leurs différents freins, pourquoi ils ne se déplacent pas, et puis ensuite proposer des solutions. Je crois que l'importance de mettre en avant l'aspect territorial, c'est la nature des solutions qu'on va mettre en face des difficultés. Dans les territoires urbains, plutôt bien dotés, denses en termes de solutions, on va être beaucoup plus dans la pédagogie, l'information, la formation, l'information sur les tarifs solidaires, quels sont mes droits et comment je peux y prétendre. Donc voilà un petit peu cet aspect-là, jusqu'à faire tester des aides techniques pour prendre les transports en commun, faire tester toutes ces nouvelles mobilités et mobilités douces, enfin voilà tout ça. Et d'ailleurs, on ne le fait pas toujours en propre, on peut travailler avec des partenaires type vélo-école ou autres. Dans les territoires ruraux, il y a effectivement un vrai enjeu différent. C'est que nos partenaires, les collectivités, nous ont rapidement dit c'est très bien ce que vous faites, ça correspond vraiment à un besoin, mais ça ne répond pas à l'ensemble des besoins. Aidez-nous à créer des solutions et ensuite accompagner les publics vers ces solutions. Et donc, je pense qu'en plus, même au sein des territoires ruraux, il y a 1000 typologies différentes, sous-typologies et besoins différents. Et c'est pour ça qu'on travaille toujours, notre point de départ, c'est toujours un diagnostic du territoire, on diagnostique, on analyse ce territoire, mais on ne fait pas que recenser l'existant, on analyse les manques, les besoins, qu'est-ce qui manque pour rendre la mobilité fluide sur un territoire. Et en général, nos meilleurs informateurs pendant ce diagnostic, c'est finalement l'ensemble des acteurs du social qui seront ensuite nos prescripteurs. Nos bénéficiaires manquent de telle ou telle solution pour se déplacer. Et au final, sur un territoire, un réseau de covoiturage sera suffisant, sur un autre, un transport à la demande. C'est ça un petit peu cette capacité à s'adapter. Je pense que tous les acteurs, nous trois autour de la table, mais l'ensemble des acteurs de la mobilité, on doit pouvoir s'adapter et répondre de manière totalement appropriée aux enjeux du territoire et des habitants. Merci. Donc Philippe Aubert, vous êtes plutôt sur un territoire pour le coup, qui est complètement urbain. Oui, qui est complètement urbain, et donc du coup, ça rejoint tout à fait ce que Mathieu vient de décrire. En fait, et surtout, moi, les personnes qui viennent me voir quand elles veulent apprendre à faire du vélo, tout au moins les seniors, c'est pas nécessairement pour compléter leur problème c'est même pas un complément, c'est plutôt pas pour apprendre sur la mobilité, quoi, hein, c'est ce que je veux dire.
c'est plutôt du loisir, voire de la santé. Parce qu'en fait, la mobilité en milieu urbain, il y a des réseaux de bus, il y a souvent ce qu'il faut. Et donc, quand elles veulent apprendre, elles ou ils veulent apprendre à faire du vélo, les seniors, ça concerne plus la santé et le loisir que la mobilité en elle-même, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, ça complète ce que vient de dire Mathieu, quoi. Voilà. Autant moi, j'ai un public après, mais qui n'est pas senior, sur une action spécifique qui s'appelle À vélo les filles et qui consiste à apprendre à faire du vélo à des femmes d'origine étrangère. Mais là, on est sur de la mobilité parce qu'il leur faut de la mobilité pour aller au travail, etc. Autant les seniors, lorsqu'elles veulent apprendre à faire du vélo, c'est plus pour du loisir ou pour un problème de santé. Voilà. Et je répète encore, moi, j'interviens en milieu urbain, hein, donc je ne connais pas bien ce qui se passe en milieu rural. Voilà. Mais justement, moi, ça m'intéresse. Donc, vous dites qu'on est surtout sur des démarches donc, volontaristes. Vous n'avez pas de, comme le dit Mathieu, de prescripteurs qui viennent vous envoyer des personnes ayant des difficultés de Alors, mobilité ou de… Ça m'arrive, mais c'est par soit les assistantes sociales, soit, enfin, principalement, ce sont des réseaux sociaux, hein, des assistantes sociales qui me contactent parce que les personnes doivent faire du vélo, souvent. Et puis après, principalement, ce sont les gens qui viennent d'eux-mêmes. D'accord. Et pour ces personnes qui doivent faire du vélo ou qui n'en ont peut-être pas forcément eu l'envie spontanément, quels sont les freins que vous identifiez, les freins principaux à la pratique du vélo, et puis comment vous luttez contre? Alors, en fait, le frein, il est simple au départ, c'est que les gens ne savent pas faire, n'ont jamais appris à faire de vélo, et c'est pour ça qu'ils viennent me voir, pour apprendre à faire du vélo, quoi. Hein. 9 fois sur 10, ce sont des personnes qui n'ont pas appris étant enfants, ou qui n'ont pas fait de vélo pendant plusieurs décennies. Et du coup, là, on est sur de la remise en selle parce qu'en fait, on s'aperçoit que dès qu'elle remonte sur un vélo, au bout d'une demi-heure, 1 heure, les réflexes reviennent, quoi. Après, il y a la pratique qui fait que du coup, il y a du temps à passer. Mais au départ, c'est ça, quoi, hein. C'est soit les gens n'ont pas appris étant enfants, soit il y a très très longtemps qu'ils ne pratiquent plus, quoi. Et donc après, il y a une grosse peur, en fait c'est surtout ça, hein, quand les gens ont déjà appris et qu'ils n'ont pas repratiqué, il y a une grosse peur de s'y remettre, quoi. Pour des raisons. Et puis après, il y a les raisons physiques aussi, hein, parce que les personnes ne sont pas habituées à faire un peu d'activité physique. Et alors là, c'est compliqué de faire du vélo. C'est compliqué d'enfourcher le vélo, c'est compliqué de faire des efforts. Voilà, c'est lié aussi à la forme physique, quoi. Le fait de pouvoir faire du vélo. Alors après, il y a le phénomène VAE aussi, qui est un phénomène nouveau. Et là, je pense qu'on va être confronté dans les prochaines années à des problèmes d'accidents ou autres, parce que il y a des gens qui se remettent à refaire du vélo sur des VAE, et donc qui n'ont pas forcément bien pris en compte le fait que ça pédale tout seul, ça avance tout seul. Et donc, c'est un peu grisant parce qu'il n'y a pas d'effort à faire, etc. Malgré tout, ça va quand même plus vite qu'un vélo. Paradoxalement, le fait de ne pas maîtriser totalement son effort en appuyant sur les pédales fait que les gens relâchent un peu leur attention. Et je pense qu'il y aura certainement… Alors, donc, du coup, nous, on fait des formations aussi sur les gens qui veulent se remettre aussi à faire du vélo en VAE. Voilà. Très bien, merci. Je pense que, on peut peut-être revenir aussi sur une plateforme mobilité, parce que je ne sais pas si on a été très très clair, Mathieu, sur vraiment ce que c'est de manière très concrète. Parce que je sais qu'une fois j'avais parlé de plateforme mobilité, on m'avait dit mais il y en a marre de ces outils informatiques. Et donc juste pour rappeler que ce n'est pas un outil informatique, même si ça s'appelle plateforme, et peut-être plus détailler ce que c'est, quels sont les objectifs vraiment de départ.
en tout cas pour ce qui concerne les seniors, et puis comment vous essayez de les atteindre, ces objectifs? Oui, alors effectivement, les plateformes existent depuis environ 20 ans, mais il y a 20 ans, on n'avait pas les smartphones, les plateformes numériques et autres, et effectivement, on peut parfois faire l'amalgame. Donc moi, là, j'ai l'occasion d'expliquer un peu plus précisément ce que sont les plateformes. Donc effectivement, ce sont des dispositifs d'accueil. J'ai parlé de guichet unique tout à l'heure. Donc voilà, notre point de départ, je l'ai dit, c'est une bonne connaissance du territoire pour avoir vraiment la connaissance de l'ensemble des solutions présentes sur le territoire. Et ça va aller de la SNCF, si elle est présente, s'il y a des gares, à l'opérateur de transport, Keolis, Transdev, RATP-Dev, peu importe. Et ça va aller jusqu'au tissu associatif, la vélo-école, l'association qui fait du prêt de vélo à tarif solidaire, l'ensemble des acteurs qui peuvent, à un moment ou à un autre, dans les parcours d'accompagnement, apporter une solution. Ensuite, comme je l'ai dit, pour optimiser et faciliter finalement l'accompagnement. Et aujourd'hui, on a cet enjeu, on l'a dit, on souffre de la même difficulté potentiellement que les solutions elles-mêmes. C'est la visibilité. Donc, on a choisi ce fonctionnement à travers un réseau de prescription pour optimiser, faciliter la prescription. Et on passe par une sensibilisation de nos prescripteurs. On les sensibilise aux enjeux de la mobilité. Et puis ensuite, eux les orienteront vers nous. Et on travaille également dans l'autre sens. On met en place, un peu plus difficilement avec le contexte sanitaire, mais des formations collectives dans les clubs seniors, auprès des clics, dans les EHPAD, pour sensibiliser aux enjeux de la mobilité. Et on espère convertir le plus possible en accompagnement individuel, là où on est les meilleurs et là où on a le plus d'efficacité. Donc ensuite, quand on arrive à convertir, donc quand on a des accompagnements individuels, notre point de départ, c'est vraiment ce qu'on appelle le bilan de compétences mobilité, ce qui est un test mobilité pour les personnes d'insertion, enfin, qu'il soit numérique ou non, peu importe au final. C'est vraiment cette analyse, comme je l'ai dit, des besoins, des attentes, du quotidien et surtout des freins. Les fameux freins, on a beaucoup parlé tout à l'heure de difficultés, de freins pour faire du vélo. Finalement, dans l'ensemble des pratiques, et surtout du changement de pratique ou de l'appropriation à une nouvelle pratique pour se déplacer, il y a des freins. Mais on pense aux personnes précaires ou aux personnes âgées. Moi-même, je peux avoir un frein à faire du covoiturage si je ne connais pas la personne avec qui je vais faire du covoiturage. Je peux avoir des appréhensions, des a priori. Donc, finalement, l'accompagnement est là aussi pour faire tomber ces a priori et ces préjugés. Donc, les freins, ils sont de 3 grandes familles. Il y a tous les freins psychosociaux, psychologiques, culturels. C'est finalement une méconnaissance, une appréhension, se dire que la solution, elle n'est pas pour nous et qu'elle est pour tous les autres, mais pas pour soi. Donc, il y a ce travail-là. Il y a des freins, on va dire, matériels et ou financiers. J'ai pas de solution à proximité, j'habite dans le rural, j'ai pas de solution. La solution, c'est une voiture individuelle, mais j'ai pas les moyens non plus soit de l'entretenir, soit de mettre du carburant, un ticket de transport en commun ou de transport à la demande, c'est trop cher. Donc, c'est tous ces enjeux-là. Et puis, les enjeux d'accessibilité et les freins physiques. On en a parlé également. J'ai une solution, mais je ne peux pas y accéder. C'est impossible physiquement. Et ensuite, on va donc dérouler un parcours d'accompagnement individualisé avec, j'en ai parlé tout à l'heure, en fonction de la typologie, du territoire, mais aussi des besoins, trois catégories de solutions, de la pédagogie, et c'est le cœur de notre accompagnement. C'est vraiment informer, former, faire tester. On parlait tout à l'heure d'une vélo-école, c'est faire tester et ensuite c'est faire utiliser un vélo, mais rien qu'une aide technique. Comment finalement je fais tester un rollator ou une canne pour pouvoir ensuite prendre les transports en commun de manière sereine. Et là-dessus, il y a un aspect de connaissance, de compétence, il y a un aspect culturel. Moi, j'ai souvenir d'un senior que j'ai rencontré sur une plateforme de Nouvelle-Aquitaine qui m'a dit, moi, je me suis senti vieux quand on m'a regardé comme un vieux. Avoir une canne, c'est se sentir donc vieux et il faut être accompagné à ce moment-là. Et plus on est âgé, plus le changement est compliqué. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça, un accompagnement à l'appropriation au changement de pratique. Dans nos projets d'accompagnement senior sur l'ensemble du territoire, on observe que globalement, tous les seniors qui ne se déplaçaient pas se déplacent au moins un petit peu. Donc, on a des pratiques qui augmentent. Et surtout, on a un très bon report modal. C'est-à-dire que tous les modes de déplacement alternatifs augmentent. Le seul qui baisse, c'est la voiture individuelle. Donc, on arrive à faire du report modal et rendre moins dépendants les seniors à la voiture individuelle. Et il y a un enjeu financier, il y a un enjeu de dépendance. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas attendre d'avoir un problème physique, par exemple, pour envisager une alternative à la voiture individuelle. Donc, il y a ce curatif et ce préventif. Donc, finalement, c'est ça, c'est accompagner à l'ensemble des solutions du territoire en fonction des besoins, là où les, d'ailleurs, solutions.
Et je reviens sur la pédagogie, hein, c'est apprendre à utiliser les transports en commun, c'est se faire accompagner physiquement dans les transports en commun, c'est à se faire former au numérique, à l'intermodalité, c'est un petit peu toute cette pédagogie-là. Sur le matériel, il y a les mises à disposition de solutions, ateliers d'essai on l'a dit, de vélo ou autre, d'aide technique. Sur le financier, on a parlé beaucoup de solutions financières dans les résultats de l'étude. Nous, aujourd'hui, on estime qu'il y a 60% de taux de non-recours aux tarifs sociaux dans les transports en commun. Donc là, il y a un vrai enjeu. C'est des gens qui renoncent à se déplacer, qui renoncent à un rendez-vous médical, par exemple. Il faut les accompagner à ces démarches, les informer sur ce qui existe et puis les accompagner dans les démarches administratives pour solliciter les droits. Donc c'est un petit peu ça, en fait, tout ce travail-là. Et à la fin, c'est pas méchant du tout, mais ces gens, on ne veut plus les voir. On veut les avoir rendus autonomes dans leur déplacement. Elles doivent pouvoir se servir de l'ensemble du panel de solutions à leur disposition en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est les rendre autonomes, rendre inclusives les solutions, les rendre accessibles pour que ces gens soient autonomes dans leur déplacement quotidien. Merci Mathieu. N'hésitez pas, hein, vous trois, quand vous avez des réactions sur ce que disent vos camarades de la table ronde pour rebondir. Sinon, on va peut-être revenir sur les clics. Donc, on a vu ce que c'était. Moi, ce qui m'intéressait au niveau des clics, c'était de savoir, au moment où les personnes viennent voir des clics, finalement, la mobilité, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est quelque chose une question qui est souvent abordée? Est-ce que c'est plus la question de l'habitat qui vient en premier? Est-ce que c'est parfois oublié? Est-ce que de votre côté, dans les mots, je vous ai remarqué parfois peut-être, je ne sais pas, un manque d'anticipation ou des réflexions, au contraire, justement, des gens qui sont proactifs, qui viennent avant que ce soit compliqué au niveau de la conduite pour vous voir et vous dire, bon, bah voilà, est-ce que je peux préparer une transition en douceur, entre guillemets? Alors, très clairement, au niveau, nous, de la mobilité, on intervient beaucoup plus dans le curatif, enfin, à regret. Parce que le public qui nous interpelle le plus, c'est celui qui est déjà en perte d'autonomie, hein, concrètement. Donc, nous, on répond d'abord plutôt à la demande d'intervention à domicile sur les besoins quotidiens. Effectivement, cette question de la mobilité, elle est plutôt traitée en amont. Tout va dépendre s'il y a un aidant qui est mobile ou pas au domicile, s'il y a de la famille à proximité qui est déjà très présente, auquel cas qui assure certainement déjà les trajets et les accompagnements. Ça va dépendre de plein de facteurs. Elle vient pas en premier, cette question de mobilité, très clairement. Sachant que, alors, sur le territoire, voilà, en tout cas de Mauges Communauté, le transport solidaire est bien présent et reconnu. Donc les personnes ont généralement déjà l'habitude de fonctionner avec le transport solidaire, ou en tout cas ça va aller chercher l'information eux-mêmes, parce qu'il y a un bouche à oreille en milieu rural qui se fait plutôt bien à ce niveau-là. Après, les autres solutions de mobilité sur les territoires, quand on est sur le transport à la demande, les vélos à assistance électrique et tout ça, on est plutôt sur les seniors encore autonomes, ce qui est le public qu'on rencontre le moins malgré tout, puisqu'ils viennent chercher de l'information auprès du clic quand il y a déjà des premières difficultés qui sont présentes. Mais à un moment donné, effectivement, cette question de la mobilité, elle arrive quand on est sur une perte d'autonomie, mais surtout quand on est sur un public assez isolé, ou alors qui commence à présenter des difficultés cognitives et pour qui la conduite automobile devrait s'arrêter. Et là, c'est un vrai sujet, c'est celui avec lequel on est le plus en difficulté, parce que c'est, voilà, l'entourage dit, bah oui, c'est compliqué parce qu'ils se mettent en danger, ils mettent en danger les autres, potentiellement. Alors, il y a toujours l'excuse de, oui, c'est sur des tout petits trajets, il va juste dans le bourg, il fait 500 mètres et puis il revient. C'est plutôt, nous, sur ce volet-là aussi, sur lesquels on est en difficulté, oui, c'est de l'indépendance, c'est de l'autonomie, la voiture. Et le jour où ça s'arrête, qu'est-ce qu'on peut proposer? Mais déjà, c'est tout un cheminement de se dire il faut arrêter la conduite automobile. C'est pas évident d'accepter de se
d'être accompagné pour ces déplacements, parce que là, on devient dépendant de X ou Y service. Et effectivement, je pense qu'il y a un côté pédagogique qui est très important et que nous, on ne fait pas forcément parce que on n'a pas vocation à accompagner de façon pédagogique aussi loin la mobilité. Mais voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment d'informer et puis d'aller creuser un petit peu sur les possibilités sur les territoires. Mais voilà, il y a certaines situations dans lesquelles on est un peu coincé, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a vraiment il y a une perte d'assurance quand on vieillit. Et il y a vraiment ce besoin d'accompagnement au-delà de la mobilité en tant que telle. On est sur un public qui perd de l'autonomie, qui a besoin d'être rassuré et qui a besoin d'être accompagné dans ses transports. Donc après, il y a toute la question de la confiance. Est-ce qu'on est sur des besoins réguliers de transport ou pas? Enfin, en fait, c'est tout ça que nous, on va évaluer. Par exemple, des personnes à qui on va dire, pour rompre l'isolement, allez manger dans vous avez une résidence autonomie, un foyer logement dans votre commune, ça serait bien que vous alliez y déjeuner. Bah ouais, mais j'y vais comment? Le transport solidaire, il va peut-être pas pouvoir répondre pour m'accompagner tous les midis. Bah voilà, on peut faire face à des problématiques selon les besoins des personnes. Et on est obligé de partir des besoins des personnes pour après aller orienter vers les solutions au niveau du territoire. Mais oui, il y a un énorme manque, je trouve, au niveau pédagogique, en tout cas pour ceux qui sont déjà en perte d'autonomie. Je pense que les publics encore autonomes, il y a pas mal d'initiatives locales. Je sais que les centres sociaux, nous, sur les territoires, sont assez actifs à ce niveau-là. Ils travaillent beaucoup avec les auto-écoles où ils vont proposer des séances pour se remettre un petit peu dans le code de la route, voire proposer quelques heures de conduite pour s'assurer qu'on a encore les bons réflexes et tout ça. Il y a des centres sociaux aussi, pareil, qui proposent un accompagnement vers les transports en commun, comment je me rends à la gare la plus proche. Je prépare l'itinéraire sur Internet et puis je vais jusqu'à la ville Nantes ou Angers pour nous. On est plutôt sur des propositions comme ça sur les territoires, mais voilà, ça touche pas tout le monde malheureusement. Alors nous, c'est aussi notre rôle. Au-delà de l'accompagnement individuel, on est souvent partenaire d'actions de type conférence ou atelier sur des thématiques que l'on aurait identifiées sur le territoire. Et on a une de nos 6 communes, début 2020, on a fait une conférence pour mobiliser en tout cas les seniors sur cette question-là. Et à la suite, il y a eu 3 ateliers de proposés pour tester ses réflexes, sa connaissance du code de la route. Donc voilà, c'est des petites initiatives comme ça des uns et des autres et ce travail en partenariat qui est intéressant en l'accent vraiment sur la prévention et on va dire les 60-75 ans, quoi. Nous, on va dire au CLIC, on voit plutôt les plus de 75 ans puisque on est plutôt dans les débuts d'une perte d'autonomie. En tout cas, elle s'identifie plutôt à cet âge-là quand on est dans un vieillissement assez classique, qu'on n'a pas forcément de soucis de santé majeurs. Effectivement, ce sera plutôt sur les 60-75 ans qu'il faudrait, à mon sens, intervenir et sensibiliser et accompagner de façon pédagogique pour les préparer, en tout cas, à toutes ces possibilités qui peuvent exister et qui risquent de se développer dans les années à venir. Très bien. Est-ce que vous avez des réactions, des compléments à apporter? Je vois qu'il est 18h45. Normalement, on laisse 45 minutes de questions. Donc, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter autour de la table ronde, enfin, table ronde virtuelle. Non, a priori, non, mais j'ai vu, oui, et je vois Justine qu'il y a pas mal de questions. Donc, Justine, je te laisse reprendre un peu la main et remonter le fil. Yes, merci beaucoup, Nils. Alors, je tiens à m'excuser parce que malheureusement, en effet, on manque de spontanéité et je vais reprendre dans l'ordre chronologique. Notamment, alors, il y a eu certaines remarques, mais parmi les questions, Patrice Retour, donc, qui fait partie de l'association de Seniority, demandait au début, vous avez présenté chacune de vos structures, mais il demande, est-ce que vous pouvez préciser qui finance vos différentes entités, s'il vous plaît?
Bah, je me donne l'honneur de commencer. Alors, pour les clics, c'est un financement CARSAT et puis le département aussi nous accompagne. Là, on est porté aujourd'hui par le département du Maine-et-Loire. Donc voilà, donc c'est des financements caisse de retraite et département. Côté WeMove, donc WeMove, structure nationale, mais qui a un budget, chaque région a son budget propre, bien lié finalement au projet local, aux collectivités qui nous financent. Donc on est principalement financé par les collectivités, mais finalement à toutes les strates. Et notre objectif, c'est d'avoir un budget le plus varié possible pour ne pas dépendre d'un ou d'un autre des financeurs qui constituent le projet. Ça commence au Fonds social européen, donc finalement, alors avec toutes les difficultés de trésorerie et les décalages de trésorerie, mais on arrive à s'en sortir et le Fonds social européen contribue à nos budgets, souvent arrive en miroir des financements collectivités, régions ou départements. Et ensuite, principalement sur la partie senior, toutes les collectivités à compétences sociales, donc principalement départements, intercommunalités, les conférences des financeurs sur ces activités-là. Et puis de plus en plus, et on est en train de le développer auprès des seniors, c'est que nous, aujourd'hui, on a réussi à prouver que au-delà de l'impact social, le retour à la mobilité, à l'autonomie, à l'accès à la santé ou autre, on a un impact environnemental parce qu'on fait la promotion des modes les plus durables possibles. Plus je vais vers le durable, quelque part, moins je dépense d'énergie, donc c'est un impact durable et impact social. C'est que je dépense moins d'énergie pour me déplacer, ça me coûte moins cher et c'est bon pour l'environnement. Donc on est financé par un programme de certificat d'économie d'énergie. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais les C2E, ça sert à isoler ses combles pour 1 euro. Ça sert aussi, nous on a réussi à prouver que quand nous on agit, les gens à l'issue de l'accompagnement ont une meilleure mobilité. Donc, les C2E financent notre action et ça nous permet de financer des ressources humaines, de financer des vélos, des véhicules électriques et également des dotations d'incitation. C'est-à-dire que quand on accompagne quelqu'un à faire du vélo, une dotation va lui permettre de soit se financer son vélo ou une partie de son vélo. Donc on a finalement des mécanismes à plein d'endroits. On arrive à monter des budgets assez variés pour finalement avoir un modèle relativement pérenne et robuste. Donc on a finalement un montage principalement basé sur des subventions publiques, mais relativement varié avec les collectivités. Merci Mathieu. Philippe, hein? Et donc, en ce qui nous concerne, nous, on a des tout petits moyens. On est une association, donc avec un modèle économique associatif. Nous n'avons pas de salariés, donc nous faisons tout bénévolement et donc on récupère un petit peu d'argent au moyen de conventions qu'on a avec la CDA, la communauté d'agglomération de La Rochelle. Convention qui précise des actions bien précises qu'on a à faire tout au long de l'année, notamment des actions de remise en selle ou autres. Et puis, quand donc, le public est bien ciblé, notamment l'action à vélo les filles, dont j'ai expliqué en quoi ça consistait tout à l'heure, on n'a pas l'action auprès des seniors n'est pas ciblée, mais donc les gens doivent payer leur cours et donc on fait payer 10 € de l'heure. Donc c'est vraiment symbolique. Mais nous, encore une fois, on a des petits besoins, hein, donc parce qu'on n'a pas de salariés, etc. Donc du coup, on a décidé dès le départ, hein, l'association a 15 ans, mais on voulait. Et l'idée, encore une fois, de cette association qui fait de l'éducation et de la formation, c'était au départ de développer l'usage du vélo, hein, il y a 15 ans de ça, hein, au moyen de la formation et de l'éducation. Et donc, on se disait déjà à l'époque qu'il ne fallait pas que l'aspect financier soit un frein pour ça. Bon, après, ça a bien évolué, hein, dans les esprits, mais à l'époque, il ne fallait surtout pas que ça soit un frein aussi, l'aspect financier. Donc, dès le départ, on avait décidé de ne pas faire payer, mais à un prix tout à fait modique. Et donc, on est resté sur ce modèle économique pour l'instant. Donc, uniquement avec des bénévoles. À un moment, on a eu des salariés, mais du coup, ça engendrait des frais qui étaient supérieurs avec des recherches de financement, etc. Donc, on est retombé après sur un modèle économique plus petit. Voilà. Et donc, les gens payent 10 € de l'heure quand ils font des cours, s'ils ont à payer. C'est-à-dire pas grand-chose. Et on fournit le vélo, etc. Voilà. Et les équipements de sécurité.
Merci beaucoup, Philippe. J'espère, Patrice, aura bien répondu à la question. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Nous avions un commentaire d'Alice Lorenzi de Wimove qui nous indiquait que les personnes âgées, elles recherchent souvent un chauffeur, surtout quand ils ont conduit, mais c'est une solution qui ne les aide pas à maintenir leur capacité cognitive, c'est-à-dire anticiper le trajet, repérer le repérage dans l'espace. Et quand ils ne peuvent avoir personne pour venir les chercher, la plupart préfèrent bien évidemment rester chez eux que de s'engager sur un mode alternatif du type bus ou autre. Merci Alice pour le commentaire. Alors, il y a quelqu'un sous la dénomination Toutain qui a beaucoup interagi. Je tiens à m'excuser, voilà, je n'ai pas bien identifié qui vous êtes, mais cette personne sous cette dénomination pose une question. Est-ce que vous avez connaissance d'expérience de vélo-taxi dans les territoires peu denses? Puisque par rapport au transport à la demande, cela pourrait être plus souple et ça offrirait réellement et ça permettrait finalement une offre de porte à porte sans être trop cher pour l'usager. Alors, juste, je peux intervenir parce que Vous en prie, Philippe. il existe sur le territoire national des actions au nom d'une association qui s'appelle À vélo sans âge et qui consiste à emmener des seniors sur des triporteurs qui sont adaptés. Je sais que ça se fait dans certaines villes de Bretagne. Dans le sud-ouest, il y a quelques villes aussi qui le font. Et sur La Rochelle, là, on est en réflexion aussi pour réaliser une telle action. Il faut arriver à trouver des financements, mais je pense que ça devrait aller. C'est surtout après sur le fonctionnement pour arriver à comment dirais-je, à coordonner à la fois les besoins des personnes qui voudraient sortir et puis les gens qui conduiraient ces engins. Mais ça va très certainement se réaliser. Voilà, en ce qui concerne sur La Rochelle, notamment. Donc, ça serait une action sous la dénomination À vélo sans âge. Donc, qui existe, c'est un concept qui existe. En fait, si vous allez sur Internet, vous faites À vélo sans âge, et vous verrez un peu le concept qui existe sur ce sujet-là. Merci, voilà. Philippe. Mathieu, Marion, est-ce que vous aviez d'autres informations sur le sujet? Non, alors mobilité active en général, oui, bien sûr, le plus possible, pour 1000 raisons financières, physiques, tout, bien sûr. Après, cet exemple bien précis-là, rien ne me vient à l'esprit. Non, moi non plus, je maîtrise pas du tout le sujet. Enfin, en tout cas, il y en a pas chez nous. Oui. Alors justement, Justine, oui, il est indiqué qu'il y a une expérience business. Ouais. Excuse-moi, Nils. Non, mais vas-y, parle de l'expérience business de Pornic. Alors, je prends les commentaires, en effet, en interaction avec cette question. A priori, il y a une expérience business de vélo-taxi qui a vu le jour en 2019 à Pornichet, mais c'est surtout pendant la saison touristique. Voilà, donc pour votre information. Et la personne qui a posé la question vient de Marivonne Desjam. Merci beaucoup pour l'identification. Je t'en prie, Nils. Oui, moi, alors j'ai eu connaissance, mais je ne sais plus où, donc c'est bien dommage. Mais je sais qu'il y a plusieurs EHPAD qui font des sorties en vélo. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose que le vélo-taxi, mais c'est en triporteur, en tout cas, pour organiser des sorties pour les personnes âgées. Et il me semble, mais alors là, je ne sais pas s'il y a des représentants du département de Maine-et-Loire parmi vous. Donc, peut-être que Marion-Claude, vous en avez connaissance, mais il me semble qu'il y a eu quelque chose par la direction citoyenneté du département de Maine-et-Loire qui a été faite là-dessus, sur les triporteurs. Mais je ne sais pas, alors je ne suis pas sûre que ce soit à destination des seniors ou à destination de personnes handicapées. J'ai un doute, mais je sais qu'il y a quelque chose comme ça qui est apparu, j'en ai entendu parler. J'ai essayé de chercher sur, sur Internet en même temps, mais je ne trouvais pas. Ça ne vous parle pas, Marion? Non, absolument pas. Après, ça fait pas 20 ans que je suis sur le Maine-et-Loire, donc je loupe. Non, mais ça venait de sortir. Oui, non, j'en ai pas entendu parler. Alors après, à revérifier si c'est bien auprès des seniors ou pas, mais après, on a tellement d'infos qu'on en oublie aussi. Hein. C'est vrai. Alors, sur le département de Charente-Maritime, là, je peux affirmer que ça se réalise dans certains EHPAD, hein, sur d'autres villes. Hein. Il me semble sur Marennes, Marennes, Royan, il me semble qu'il y a des actions comme ça où il y a des EHPAD qui ont déjà acquis des
des triporteurs, mais c'est des actions locales, hein, c'est très localisé, et c'est donc l'EHPAD qui fait ça en interne. Tout à fait. Et alors justement, Séverine souhaitait intervenir. Je vous en prie, Séverine, prenez la parole. J'imagine que c'est par rapport à ça. Voilà, tout à fait. C'était parce qu'en fait, au forum des expositions, le forum du bien vieillir, alors pas cette année, pas l'année d'avant, enfin voilà, avec le Covid, c'est un peu compliqué, on finit par s'y perdre. La MSA, je sais qu'Antoine Chauvin de la MSA accompagnait ce déploiement concernant un triporteur pour des personnes âgées au sein d'EHPAD, et il voulait justement le déployer, me semble-t-il, vers les habitants des territoires qui souhaiteraient voilà, utiliser le triporteur de manière également différente. Merci Séverine. Alors, là, Marie-Thérèse, vous souhaitiez intervenir? Oui, par rapport à Antoine Chauvin, oui, j'ai vu un triporteur avec Antoine Chauvin à l'EHPAD de Arton-en-Ré. Chaumont-en-Ré, parce que ce sont deux communes regroupées. Donc, le pays de Ré, l'EHPAD a un triporteur, et il nous a été prêté à l'association Réaccueil, qui est un accueil de jour pour les malades d'Alzheimer. Donc, moi, je sais ce que c'est, et je sais que c'est utilisé donc à Chaumont-en-Ré, dans le pays de Ré, au sud de Nantes. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Et on a également Marie-Christine Curodo qui indique que ce type de sortie à vélo triporteur est proposé par l'EHPAD de la commune du Pèlerin, voilà, dans le 44. Yves, je vous en prie, prenez la parole. Oui, ce matin, il y avait un article sur Ouest France relatant le fait que dans le département du Maine-et-Loire, je crois que c'était à l'EHPAD du Marillet, il existe un porteur donc, dont le coût qui est mis à disposition des familles qu'ils souhaitent. Et donc, pour avoir une idée du coût, ce cycle a été acheté en Hollande pour un coût de 6 000 € et avec un cofinancement de l'ordre de 50% par différents organismes. Mmh. Donc, c'est effectivement dans la région des Mauges. D'accord, merci pour l'information. Alors, Patrice Retour, justement, donc, de ETI, indique, donc c'était en fonction là, de vos réponses, qu'il y a vraiment le quid de la mobilité des services vers les personnes âgées, puisque le besoin de mobilité n'est pas d'aller à la boulangerie, mais d'avoir du pain frais. Et autrefois, c'est vrai qu'en milieu rural, le boulanger passait une fois par semaine. Voilà, donc ça questionne tout ceci. Tout dépend si on veut sortir de chez soi ou limiter les déplacements. Il y a aussi cette idée-là. Là, je pense qu'avec l'histoire du confinement, effectivement, les gens, même pour aller chercher du pain, ils sont contents. C'est une sortie qui est peut-être limitée, mais c'est une sortie qui est importante pour certaines personnes. Après, voilà, si c'est une personne qui est plus en mesure de forcément se déplacer, oui, ça peut être l'idée de ramener certains services du quotidien vers la population et les publics un peu plus éloignés des services. Ça peut être intéressant. Après, voilà, c'est un choix. Il faut que ça reste un choix de la personne et que ça ne la cloisonne pas davantage chez elle. C'est plutôt ça, la limite. Alors, oui, pardon Mathieu, allez-y. Non, j'allais simplement compléter effectivement pour dire que sur les différents territoires où on est présent, on s'en est aperçu. Et si le contexte sanitaire a pu avoir un mérite, c'est peut-être de mettre en avant, de mettre en évidence des fragilités, souvent de les renforcer, mais déjà de les mettre en avant, et de s'apercevoir effectivement que on a eu jusqu'à maintenant chez WeMove ce réflexe de faire en sorte que les seniors se déplacent, et je crois qu'on aura toujours ce réflexe-là parce que c'est simplement du lien social, c'est croiser des gens, c'est aller chercher son pain le plus longtemps possible, parfois à 3 rues ou 4 rues, mais c'est vrai que cet enjeu de la mobilité inversée, il est très important et il peut simplement être un complément. On peut trouver une offre, un panel de solutions à proposer, certains qui amènent à se déplacer et d'autres solutions qui amènent à faire venir le service à soi. Donc c'est je pense un mix à trouver. Moi j'avais juste une remarque par rapport au point précédent sur les, qu'est-ce que je sais
sur les solutions, vous parlez des solutions de mobilité active, parfois pour les seniors et parfois pour les personnes handicapées. Moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant et je ne sais pas s'il aurait été abordé sinon, donc je me permets de le rajouter maintenant. Je crois qu'il y a un enjeu de mutualisation qu'on n'aborde pas assez. Ce qu'on essaye de faire sur nos territoires d'action, c'est vraiment mettre en place un comité de pilotage avec l'ensemble des parties prenantes, la mobilité, le social et parfois les élus. Les politiques sociales sont malheureusement trop souvent cloisonnées et parfois un transport à la demande pourrait servir et aux personnes handicapées et aux seniors par exemple. Et là, il y a un vrai travail. La loi LOM, on en a parlé un petit peu. Effectivement, il y a des compétences nouvelles. Elle permet quelque chose alors, qui était plus ou moins possible avant, mais maintenant, il y a un cadre un peu plus structuré. C'est la mise à disposition des transports scolaires. C'est au final, ce ne sera pas la réponse pour tous les seniors, mais ça pourra l'être. C'est un transport qui finalement rabat de la périphérie des centres urbains ou finalement des centres-bourgs vers les centres-bourgs. Et au final, ça pourrait être mis à disposition pour les personnes âgées le matin, en fin de journée. Le bus qui finalement est garé au centre-bourg entre la rotation du matin et du soir, la mettre à disposition d'eux. Enfin, il y a un vrai travail, et c'est pour ça que la mobilité, c'est un projet territorial. Il y a un vrai travail de mutualisation pour mettre finalement l'ensemble des solutions, si c'est possible, à la disposition des fragiles, et en l'occurrence à la disposition des seniors. Merci Mathieu. Ce que je voulais te dire, Nice, n'hésite pas. Moi, c'est vrai que je reviens dans la liste de conversation, mais s'il y a des commentaires, voilà, en plus, n'hésite pas à interagir. D'accord. Alors, je me permets de revenir sur un commentaire donc, de Marie-Vonne Desjam qui indiquait que le recours à l'information des personnes âgées s'appuie beaucoup sur l'écrit. Et malheureusement, les fiches horaires et plans de réseau sont souvent peu lisibles, avec de petits caractères, un manque de contraste. Et c'est compliqué, voilà, notamment de bien comprendre les périodes de circulation. Voilà, c'est un commentaire. Peut-être que vous souhaitez interagir. Là-dessus, moi, je peux donner mon expérience d'habitant à Nantes. Et c'est vrai que les plaquettes d'horaire à Nantes sont quand même assez complexes et écrites vraiment en tout petit pour le coup, c'est vrai. Et je parle pas. Alors, il se trouve que je me suis fait tous les horaires de toutes les communes des Pays de la Loire pour faire notre cartographie sur les transports publics. Et c'est vrai qu'il y a certaines fois, c'est compliqué de savoir si le bus passe ou si le bus ne passe pas, s'il passe vraiment à tous les arrêts ou pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a une grosse complexité là-dedans. Et j'avais entendu de la part de, alors je pense que ça devait être Irigo, donc les transporteurs angevins, qui avaient en effet un gros travail à faire là-dessus. Là-dessus, peut-être pour compléter, nous on travaille sous la forme de conventions, bref, avec des opérateurs de transport sur les territoires. Ça nous amène à, de manière assez classique, informer les publics fragiles sur l'offre proposée par les transporteurs, donc la rendre accessible et donc inclusive. À l'inverse, on a aussi une démarche de formation des salariés. Ça passe par faire comprendre à un chauffeur de bus que quand il a un public vulnérable, il adapte sa conduite. Et on a eu très, très, très vite, je pars en Centre-Val de Loire à Tours, on nous a très vite sollicité sur le renouvellement de la délégation de service public parce qu'en fait, les affichages étaient illisibles. Et comment finalement on associe un acteur comme WeMove qui a la connaissance des fragilités parce qu'il connaît les publics et comment on intègre dès la conception d'une solution, d'un panneau d'affichage, de n'importe quoi, comment on intègre les fragilités dès la conception. Et donc comment par exemple on écrit plus gros pour prendre en compte le fait qu'on voit moins bien. Et ça c'est quelque chose qui peut permettre d'ailleurs qu'on soit nous moins utile dans l'accompagnement parce que finalement ça aurait été simplement mieux conçu. Donc il y a un travail à cet endroit-là aussi pour intégrer les fragilités dès la conception des solutions. Marie-Vonne, vous souhaitiez prendre la parole. Je vous en prie. On a parlé du transport à la demande, en particulier à Nantes. Sachez qu'il est très difficile de connaître l'existence du transport à la demande sur les communes périphériques de Nantes. Et pourtant, il est mis en place. Donc, on ne peut pas s'étonner après qu'il ne soit pas rentable, ce service. Et il a existé dans les pays nordiques des systèmes plus innovants sur le transport à la demande, des lignes semi-régulières, mais qui permettaient de héler l'arrêt du bus, donc éviter les distances de marche.
mais qui ont été un petit peu testés à une époque dans les années 90, fin 90 en France, mais qui n'ont pas été poursuivis. Je pense qu'effectivement, les exploitants de réseaux de transport sont trop dans le système régulier classique et sans vouloir trop bouger, ni même sur la formation des conducteurs à une conduite douce, etc. Merci. Merci à vous. Alors, on avait une interaction de la part de Camille qui indiquait que l'avantage de la mise à disposition de transports scolaires, c'est aussi la présence d'un accompagnateur formé, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement pour les transports publics. Et ça peut être un frein à l'usage des personnes âgées, la peur du démarrage brusque, en effet, de la vitesse, la mise à disposition des sièges, etc. Merci Camille. Séverine Well indique que l'enjeu de la mobilité, il est d'autant plus important quand on réside en secteur rural et habiter en ruralité, malheureusement, ce n'est pas forcément un choix et que parfois, en effet, c'est double peine. Et Alice Lorenzi accompagne aussi les opérateurs à intégrer le FALC. Alors, moi, le FALC, est-ce que vous pouvez repréciser ce que c'est ? Oui, du coup, le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre. Ah, merci. Voilà. C'est un dispositif qui s'adresse en fait pour tous les publics, qui peut s'adresser aussi à des publics fragiles psychiquement, donc aussi des personnes qui ne savent pas lire, des personnes illettrées. Et donc, ça peut aussi se faire avec des symboles pour indiquer la mairie. Au lieu d'écrire mairie, on va mettre une signalétique, un dessin mairie, etc. Donc, en fait, accompagner les opérateurs aussi à ce type de présentation, ça aide aussi tous les publics. Après, je reviens effectivement sur la notion des opérateurs. Bon, quand on est aveugle ou malvoyant, il faut faire signe au conducteur pour qu'il s'arrête. C'est pas simple. Et donc, effectivement, tous les opérateurs de bus ne sont pas non plus équipés pour avoir des écrans ou des signaux audio au niveau des arrêts de bus pour dire c'est telle ligne qui arrive et donc vous pouvez vous avancer ou vous allez pouvoir monter dedans, etc. Donc ça, c'est vrai que on a encore un grand chemin à faire. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Et également, tout à l'heure, vous avez indiqué un commentaire qui est très important, c'est que là est toute la problématique. Les seniors s'inquiètent de leur mobilité très souvent quand ils rencontrent des problèmes. Et la mobilité devrait être un vrai axe de prévention, au même titre que des ateliers nutrition, sommeil, enfin voilà, on a l'habitude de voir. Tout à fait. On avait une question de Frédéric Gadiou, donc de la CARSAT Pays de la Loire. Est-ce que le manque de solutions de mobilité est un motif de déménagement pour les seniors ? Ça peut arriver. Ça arrive puisque si on est en pleine campagne sans service, alors en plus avec l'histoire des bourgs qui commencent à se déserter au niveau des services qui étaient très précieux pour le lien social et pour l'autonomie et qui migrent vers des communes de taille plus importante, oui, à un moment donné, si les personnes veulent conserver une certaine part d'autonomie, comme on est dans le « je souhaite vivre le plus longtemps possible chez moi et je veux aller le plus tard possible en EHPAD », voilà, il y a aussi la possibilité de se dire, si je veux rester dans un logement autonome, soit je me rapproche d'un bourg pour essayer de faire un maximum de choses à pied, si je peux encore me déplacer à pied. Voilà, soit je vais vers une résidence autonomie. Enfin, effectivement, ça va jouer sur le projet de vie et le lieu de vie de la personne. Ça, c'est sûr. Et nous, on a, au niveau des clics, on a, c'est pour ça qu'on n'a pas des demandes toujours directes. Sur la question de la mobilité, mais indirectement, on est sur des changements de logement, rapprochement des services, mais en partie à cause de ce problème de mobilité en milieu rural, ça c'est sûr. Et ce qui souvent d'ailleurs amène à des changements de pratiques de mobilité. Et donc finalement, paradoxalement, on a encore besoin de l'accompagnement, parce que là, c'est plus pour se déplacer à l'endroit, mais c'est un nouvel environnement et de nouvelles pratiques. Et en général, un accompagnement à prendre les transports en commun ou autre chose. Donc ça, dans tous les cas, ça nécessite un accompagnement. Ah bah oui. Merci Marion, merci Mathieu. Alors, je tiens à m'excuser, c'est vrai que les remarques, les questions ont été nombreuses. Est-ce qu'il y a certaines questions sur lesquelles nos intervenants n'ont pas répondu?
Il me semble avoir fait globalement le tour, mais je me permets de vous poser la question, si je n'ai pas eu de petit loupé. Alors, on a une main levée. Anaïs, et je vous en prie. Oui, bonjour. Donc moi, je suis infirmière coordinatrice dans la Start sur le dispositif d'Ivadom. Et donc en tout cas, moi, mon cheval de bataille, c'est on maintient la personne âgée chez elle. Ce sont des usagers qui ont le profil d'EHPAD. Ils sont pris en charge par le SIAD. Il y a des critères d'inclusion sur le dispositif d'Ivadom. On est 4 porteurs dans les Pays de la Loire. On est donc le seul en Sarthe avec la Fondation Georges Coulon. Et donc, vous parliez de la mobilité. Voilà, clairement, nous, aujourd'hui, moi, je suis en difficulté parce que aller chez le médecin, c'est quasi impossible. Et du coup, Madame Claude, ce que vous dites, c'est exactement ce que je vis, moi, avec le CLIC Couronne-Est avec lequel je travaille. Où voilà, une personne âgée qui est en fauteuil roulant, eh ben, on ne peut pas solliciter les transports qui existent déjà parce qu'en fait, le transport est organisé d'une manière comme le RER à Paris ou le métro. Il a sa ligne bien précise et il ne va pas faire de détour, il ne va pas aller chez mon usager qui est au fin fond de la campagne. Ça, c'est la réalité. Accéder à des activités ou autres, eh ben, c'est un vrai parcours du combattant. Alors, même si en Sarthe, il y a quand même beaucoup de choses qui existent, on est quand même très, très embêté parce que dès qu'on a un usager qui est en perte d'autonomie, qui a un handicap, en tout cas un fauteuil roulant, et ben voilà, on est bloqué. Voilà, donc c'est vrai que ce que vous dites depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que le côté rural est quand même mis un peu de côté. On est beaucoup sur la ville. Alors, il y a beaucoup de choses en ville, tout ça, oui, mais dans nos campagnes, c'est compliqué. Et aller à la porte de l'usager, c'est compliqué. Alors qu'aujourd'hui, clairement, nos usagers ne veulent plus être en institution. Ils veulent rester chez eux. Voilà. Et ils veulent l'EHPAD à la maison. Donc, sur les autres thématiques, ça marche bien, hein. L'accès aux soins, voilà, l'accès à des aides à domicile, les pharmaciens, tout le monde joue le jeu, voilà, ils se mobilisent pour le domicile, mais le transport, c'est problématique. Alors voilà, je voulais juste faire part vite fait de ma petite expérience parce que le temps est compté, mais voilà, je voulais avoir un peu vos ressentis et vos retours par rapport à ça. Merci. Ben, c'est ça. je valide l'idée. Alors en plus, d'autant plus que nous, le CLIC, sur une partie de notre territoire, on est aussi dans une démarche d'Ivadom qui commencera certainement en fin d'année. Donc voilà, on est assez sensibilisé à cette problématique aussi. D'autant plus pour les personnes à mobilité réduite, des territoires où le transport solidaire est très présent, ça peut poser souci. Alors, nous, sur le territoire, mais voilà, ça reste des réponses très locales. On a la chance pour les personnes qui bénéficient du SIAD, hein, donc les soins infirmiers à domicile. Ce sont mes collègues juste derrière. Ouais, on a un SIAD qui couvre 3 de nos 6 communes nouvelles sur le territoire qui met à disposition un véhicule adapté aux familles. Donc, il est très, très demandé, ce véhicule, et c'est plutôt bien. Et je trouve que c'est peut-être des initiatives comme celle-ci qui devraient se développer. L'entourage peut tout à fait conduire le véhicule. Hein. C'est un véhicule, il n'y a rien de compliqué dans l'utilisation. Mais n'empêche que ça lève un frein pour dès qu'il y a un fauteuil roulant ou qu'il y a une problématique en particulier d'accompagnement pour entrer dans le véhicule, pour en sortir. Le transport solidaire, les services d'aide à domicile avec les chèques Sortir Plus, ça ne résout pas du tout cette problématique aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelle réponse apporter pour les personnes à mobilité réduite, mais ça marche pour les personnes en situation de handicap qui sont beaucoup plus jeunes aussi. Hein. Donc oui, il y a certainement des dispositifs et des réponses territoriales, en tout cas complémentaires et à apporter, hein, ça c'est sûr. On travaille dessus, mais c'est vrai que c'est très complexe. Alors nous, la Fondation, on a un véhicule adapté. Effectivement, le directeur peut le prêter, mais c'est vrai que ça ne répond pas quand même. On aimerait travailler sur des réponses pérennes, des choses qui durent dans le temps. Alors bon, voilà, je pense que voilà, il y a matière à faire, mais c'est vrai que le prêt mis à disposition des familles, pourquoi pas? Effectivement, ça peut résoudre. Merci. Et il y a Alice de WeMove qui indique que sur certains territoires ruraux, il y a Réseau Pouce qui fait ça.
Alors, est-ce que c'est comme Réseau App? Nous, on a ça, mais Réseau App, en fait, ce sont des bénévoles. C'est pas pareil, il fait nom de la tête. Non, c'est pas pareil. Non. Réseau Pouce, Mathieu contredirait si je dis des bêtises, mais pour moi, c'est plus. Il me semble que c'est du covoiturage surtout, non? Du covoiturage organisé. Réseau Pouce, c'est un système de covoiturage organisé où, au final, les personnes. Comme finalement une ligne de bus, il y a une ligne de covoiturage. Et finalement, la personne dit, moi, tous les jours, je fais le trajet de tel point à tel point. Il y a des bornes sur le bord de la route. Les gens attendent là et finalement se signalent. Et donc, c'est une sorte de covoiturage collaboratif organisé, un peu plus structuré que ce qui serait fait de manière classique. Moi, juste pour répondre, d'ailleurs pas répondre, réagir à ce que vous dites, nous, effectivement, c'est sur les territoires ruraux où on souffre le plus. Nous, on part d'un existant qui est souvent faible. Les zones peu denses, elles ne s'appellent pas comme ça par hasard. Et en plus, souvent, on cumule pas de mobilité, pas de numérique, voilà. Donc, finalement, on cumule un peu les difficultés. C'est pour ça que nous, on se bat quelque part pour mettre en place des choses avant d'orienter les gens vers ces choses-là, qu'on oriente même maintenant, on accompagne les collectivités dans le mode de financement, dans l'ingénierie financière pour le financer, parce que un appel à projet, c'est bien, ça permet à la solution de vivre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. S'il n'y a pas le modèle économique, s'il n'y a pas les utilisateurs, s'il n'y a pas la visibilité de la solution, ça périclite. Donc c'est là où on est là aussi pour les accompagner dans la mise en place, dans la visibilité, dans l'accompagnement vert, dans le fait de trouver des solutions de financement également. Donc voilà, c'est très compliqué. Effectivement, il y a des solutions. C'est vrai que le transport aujourd'hui, le transport solidaire nous semble être une solution intéressante. Après, attention à ne pas non plus rendre les gens dépendants de cette solution-là, parce qu'on sait aussi que c'est financé par des collectivités, que d'une élection à l'autre, la majorité change et que parfois, non, finalement, on va arrêter cette chose-là. Il y a un point intéressant et qui se met en place de plus en plus, c'est le transport à la demande optimisé, où finalement on peut, on va dire qu'il y a un trajet habituel du transport à la demande et je peux faire jusqu'à 10 minutes avant le passage, je fais une demande sur un smartphone ou par téléphone et le transport va faire un détour pour passer prendre la personne chez elle. Donc c'est vraiment du porte-à-porte, ça c'est vraiment bien, sauf qu'il faut du temps pour que ça se mette en place, il faut de l'argent. Et c'est vrai que la loi LOM, elle a censé apporter des choses, mais jusqu'à la loi LOM, on avait environ, on estime qu'il y avait 25% du territoire national couvert par ce qu'on appelle une autorité organisatrice de la mobilité, une collectivité qui coordonne la mobilité, et finalement, il y avait 75% du territoire qui n'était pas couvert. Et en général, c'est plutôt dans les territoires urbains où la métropole s'est saisie de la question, mais finalement, les petites collectivités n'avaient ni les moyens ni les ressources pour le faire. Donc aujourd'hui, on a un problème de gouvernance, de financement, et les territoires ruraux sont ceux qui souffrent le plus, clairement. Donc il faut que nous, qu'on se batte localement pour mettre en place des choses et s'assurer que les gens les utilisent. Anaïs, vous souhaitiez interagir, je vous en prie. Non, c'est bon. C'est parfait. C'est parfait. On avait juste, nous, c'était Réseau App. En fait, ce sont des bénévoles qui sont dans nos petites villes de la Sarthe. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas de véhicule adapté. Donc, des fois, on a le personnel, mais pas le véhicule. Et dans d'autres situations, on a les véhicules, mais pas le personnel. Voilà. Bon, je pense qu'à l'avenir, on va se coordonner, on va faire des efforts. Mais voilà, c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, c'est très, très difficile. Mais en tout cas, merci de ces échanges. Ça permet d'avoir des pistes d'action pour le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anaïs. Alors, je vois l'heure qui avance. Il est bientôt 19h20. On prend peut-être une dernière question, une dernière remarque, s'il y en a. Sinon, c'est qu'on aurait été très, très bon dans notre timing. Je voulais revenir sur l'histoire des chèques sortir plus, là, parce qu'effectivement, on avait un chiffre assez faible d'utilisation, en tout cas de recours à ce dispositif. Pour moi, il y a deux freins. Alors, malgré que ce soit une très bonne initiative, et l'idée est très bonne pour permettre aux seniors de pouvoir se déplacer. Néanmoins, déjà, pour joindre la plateforme, on est sur un public des fois qui est en difficulté pour prendre le téléphone et voilà. Donc déjà il y a un premier frein qui est de réussir à avoir quelqu'un au bout du fil pour programmer son transport. Et en général, les personnes qui utilisent ce service font des distances d'une vingtaine, trentaine de kilomètres des fois, et les chèques, mais c'est cool, à une vitesse grand V. Donc c'est une réponse, et en même temps ça a aussi ses limites.
Alors, normalement, les caisses, hein, Agir Carco, communiquent beaucoup sur tous les dispositifs qu'ils proposent pour les plus de 75 ans. Mais bah, comme beaucoup, tant qu'on ne se sent pas concerné, le joli petit courrier, il part vite au tri sélectif. Et puis voilà. Mais voilà, c'est pour dire que c'est un certain frein aussi. Enfin, toutes les personnes n'ont pas la capacité de prendre leur téléphone pour appeler la plateforme, d'organiser le service, sachant qu'on ne sait pas qui va venir chez vous. Enfin, on est quand même avec un public qui a besoin d'être relativement rassuré et en confiance. Voilà, ça peut être un frein aussi. Là, c'est vraiment aller vers. Ça peut être un frein pour certaines personnes âgées, en tout cas. Je compléterais aussi, alors en effet, les chèques s'écoulent très, très, très vite, puisque, bon, alors ça, c'était avant que je fasse l'étude, j'ai eu j'ai pu discuter avec des représentants de Malakoff Humanisme expliquant un petit peu que, voilà, 20-30 km, en gros, un chéquier, il vous fait 3 déplacements et c'est tout. Donc moi, il me semble qu'il y a des questions de possibilité d'utiliser ce chéquier finalement peut-être sur d'autres solutions de mobilité qui me sembleraient être beaucoup moins chères et peut-être plus utiles, en tout cas plus rentables en matière de coût, par exemple un abonnement de transport en commun, un abonnement de transport en commun, location de vélo électrique, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a peut-être des moyens pour faire en sorte que ces chéquiers s'écoulent de manière moins rapide. Et ensuite, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Marion. Merci, Nils. Alors, Nils, peut-être une dernière question de Frédéric Gardiou de la CARSAT Pays de la Loire. Connais-tu une région, un département qui serait exemplaire ou très inventif en matière de mobilité? Je pense déjà que, on va sortir l'Île-de-France de la discussion parce qu'ils ne sont pas vraiment comme nous, entre guillemets. Ils n'ont pas forcément des problématiques similaires. Mais en dehors de cette région, non. Non, je pense. Alors, je vais peut-être me tourner vers Mathieu ou vers Philippe, qui sont des représentants d'autres régions que la mienne. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des régions qui soient exemplaires. Je pense aussi qu'au niveau des départements, on est tous dans des situations territoriales différentes qui font qu'il y a forcément des adaptations à faire. Après, des diversités au sein des départements de la région Pays de la Loire, oui, là, je pourrais en discuter. Mais c'est assez complexe, d'une part, parce que la région a récupéré la compétence et donc maintenant c'est la région qui gère, mais on est encore sur les réseaux de transport des départements qui étaient là précédemment et des fonctionnements, notamment en termes de transport à demande. Et je vous invite à regarder le rapport sur la question des transports publics pour voir peut-être un petit peu la diversité entre les 5 départements. Mais je pense que ce sont toujours des situations complexes et c'est compliqué de comparer un territoire rural et une ville. C'est compliqué et puis c'est compliqué de comparer des régions qui sont très innovantes ou pas très innovantes. Et puis ça dépend pas forcément non plus que des collectivités. Il y a pas mal d'associations. Et là où par contre on peut se féliciter et ça peut même faire le lien avec la prochaine conférence s'il n'y a pas d'autres questions ensuite. Mais c'est par contre sur le transport solidaire où là oui on est un peu une région au niveau des Pays de la Loire, en avance, entre guillemets, par rapport aux autres régions aux autres régions françaises, tout bêtement. Merci beaucoup, Nice. Alors, dans les commentaires, Alice nous fait part notamment qu'elle essaie de monter un service d'autopartage intergénérationnel en zone blanche de mobilité, donc plutôt sur le 65. Et pour revenir simplement au chèque Sortir Plus, Pascal Petit, donc de Malakoff Humanisme, dit que c'est bien entendu, ils feront remonter les infos à l'Agir Carco pour faire évoluer le dispositif. Et Gilles Mortier indique que c'est le montant de l'accompagnement qui coûte finalement le plus cher dans le chèque Sortir Plus. Voilà. Je tiens à m'excuser, on va devoir conclure parce qu'il est déjà assez tard. Vraiment, je tiens vivement à vous remercier, Philippe, Marion, Mathieu, pour ces riches échanges. Merci à toi, Nils, puisque c'est toi qui organise ces séries de conférences qui sont très réussies et vous êtes toujours aussi nombreux, vous participants, et les échanges sont très riches. Donc, un grand merci.
On espère du coup vous retrouver prochainement, notamment sur la conférence du 16 juin. Donc, vous l'avez noté, qui sera centrée sur plutôt les transports solidaires. Et donc, l'information vous sera envoyée soit par mail, soit sur le site internet. Voilà, tout est noté sur la partie agenda. Et il s'agit d'un événement qui est ouvert à tous. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer autour de vous sur cette prochaine date. Et enfin, si sur certains de vos territoires, il vous semble pertinent de faire connaître les contenus donc, de ces travaux mobilité, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. On viendra avec plaisir vous présenter l'étude et puis peut-être travailler avec vous sur la prise en compte des personnes âgées dans votre politique mobilité. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, quand je dis n'hésitez pas à nous contacter, je vous ai remis en l'occurrence les coordonnées d'Elisabeth Artaud, responsable territoire, et donc de Nils, qui était présent aujourd'hui. Et puis, voilà, je vais simplement vous indiquer dans la conversation les événements à venir au sein du Gérontopôle. Mais sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée et un grand merci pour votre attention et ces riches échanges. Merci à vous. Et merci à toi, Justine, pour tout ce qui est présentation, animation, parce que c'est aussi très important. Merci beaucoup, Nils.